Je vais commencer par vous dire que vous êtes la bienvenue à Marrakech et ça fait vraiment chaud au cœur de voir une salle pleine. Et juste pour rebondir sur ce que tu as dit, Nofissa, l'ARM avait clôturé les manifestations présentielles avant Covid et l'ARM ouvre les présentations en présentiel après le Covid. Ceci dit, il m'est très difficile d'intervenir après une grande pointure d'ostéoporose. Moi qui ai la preuve. Moi qui en fait rhumatologue, polyvalente, en fait, nous, on touche à tout, au dégénératif, à l'inflammatoire et à l'ostéoporose. Et quand mon ami Ménès m'a demandé de faire les actualités dans l'ostéoporose, j'ai trouvé ça important et excitant, tout d'abord pour mon apprentissage, moi. Donc, je vais partager avec vous ce que j'ai pu voir dans ma recherche. Alors, tout d'abord, il existe une augmentation du risque de fracture ostéoporotique dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, comme en témoignent plusieurs études et plusieurs travaux. Un exemple très parlant est celui du registre suédois, qui suit quelque chose comme 650 patients avec fracture, qui ont été comparés à 370 000 contrôles. Parmi ces patients, il y avait des patients qui avaient, parmi les patients fracturés, il y avait les patients qui avaient une polyarthrite rhumatoïde ou une spondylarthrite ankylosante. Dans ces deux populations, il existe une augmentation. Est-ce que vous pouvez dire comment marche le pointeur? Oui, montrez-moi. Là, c'est pour aller en avant, là, c'est pour aller en avant. Mais pour le spot. Là. OK. Très bien. Et donc, dans ces deux populations de PR et de SPA, il y avait une augmentation du risque de fracture, toutes fractures confondues, mais également, et plus importante, plus de fractures vertébrales. Alors, sur les travaux nationaux, il y a beaucoup de travaux, pour ne citer que ces deux-là, qui montrent aussi une augmentation de la prévalence de l'ostéoporose ostéodensitométrique et une augmentation de la prévalence de la fracture ostéoporotique. Cette méta-analyse regroupant 13 études, les 13 meilleures études, comme ce que j'ai pu lire sur le papier, c'était les 13 meilleures études publiées concernant le risque fracturaire et incidence de la fracture ostéoporotique lors de la polyarthrite rhumatoïde. Qu'est-ce qui sort? Alors, il montre de façon globale que le risque se situe autour de 2,25 et que c'est un risque qui intéresse aussi bien l'homme que la femme, et il intéresse aussi bien le rachis que l'extrémité supérieure du fémur. Alors, quel impact ont les rhumatismes inflammatoires sur le tissu osseux? Il y a des preuves de lien entre inflammation et ostéoporose, pas uniquement dans les rhumatismes inflammatoires, mais dans l'inflammation de façon générale. Et ce travail très intéressant, il montre une augmentation de l'incidence de la fracture vertébrale dans la population générale dès que le taux de la CRP-US augmente, ultrasensible augmente. Et ça, donc, c'est très parlant. Concernant la physiopathologie de cette ostéoporose qui va survenir lors des rhumatismes inflammatoires chroniques, il existe plusieurs intervenants dans cette physiopathologie. On peut schématiquement séparer en plusieurs rubriques. Alors, on va tout d'abord voir le rôle des cytokines de l'inflammation et du lymphocyte T. Alors, pour les plus jeunes, vous savez que les cytokines inflammatoires, l'IL-6, le TNF-alpha et l'IL-17,
vont stimuler le lymphocyte T, le fibroblaste, qui lui va fabriquer et donner et libérer le RANK ligand, qui en se liant avec le RANK va commencer le processus de différenciation et d'activation de l'ostéoclaste. C'est ainsi que la résorption osseuse va démarrer. Donc l'action de l'inflammation sur l'os passe par le système RANK ligand en premier. Alors, une deuxième cytokine, et qui est en fait l'IL-23, qui est différente des autres cytokines plus trouvées dans la polyarthrite. L'IL-23 est une cytokine particulièrement exprimée dans la SPA et dans les Miki. Elle joue un rôle important en stimulant au niveau de l'anthèse la production par le lymphocyte T de cytokines pro-inflammatoires, et qui sont l'IL-17 et le TNF, et le TNF-alpha. Et de là, donc, on va rejoindre la cascade de stimulation et de différenciation de l'ostéoclaste, et donc la résorption osseuse. Alors, qu'en est-il du rôle du lymphocyte B? Pas beaucoup de rôles cités, mais le rôle principal, il passe par celui des ACPA. On sait que le lymphocyte B produit les ACPA, et que on sait que les ACPA vont favoriser l'expression du TNF-alpha, et donc de là rejoindre le même système et le même filon de différenciation et stimulation de la production des ostéoclastes. Alors justement, il existe des données très intéressantes sur les relations entre ACPA et perte osseuse. Et ce travail m'a paru très intéressant à vous communiquer. Alors, c'est un travail où les auteurs ont étudié par scanner haute résolution, ce qui revient à faire en quelque sorte des biopsies virtuelles. Alors, ils ont étudié l'os trabéculaire et cortical chez une centaine de personnes qui étaient ACPA positifs, mais qui n'avaient aucun symptôme de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, il sort clairement que chez les personnes ACPA+, il existe une augmentation de la masse osseuse de façon globale, de la DMO, une augmentation du nombre et de la taille de la trabéculation, et il existe également, comme vous voyez dans cette image, une augmentation de la porosité, une augmentation de la porosité corticale des métacarpophalangiennes, ce qui laisse supposer que l'atteinte osseuse dans la polyarthrite rhumatoïde survient avant le symptôme clinique arthrite. Et là, on parle dans l'atteinte locale, et c'est aussi vrai dans l'atteinte générale, donc de l'ostéoporose. J'ai essayé de chercher le devenir de ces patients que j'ai présentés. Je n'ai pas pu trouver quel était le devenir chez eux. Est-ce qu'il y a eu de l'ostéoporose, de la polyarthrite rhumatoïde qui sont apparus? Je n'ai pas trouvé sur la littérature. Alors, jusqu'à présent, nous avons parlé des mécanismes de la fragilité osseuse due à une hyperactivité de l'ostéoclaste, mais il n'y a pas que. Il existe aussi une inhibition de l'activité de l'ostéoblaste. Ce travail montre qu'après une induction d'une arthrite, il va y avoir une surexpression locale au niveau de l'articulation du SOST, et qui n'est autre que le gène qui est le gène qui code pour la production de la sclérostine, qui, elle, est connue principalement pour son inhibition de l'ostéoblaste. Alors, remarquez que l'augmentation de la sclérostine commence bien avant l'événement arthrite, donc bien avant le symptôme, ce qui laisse penser aussi que l'atteinte osseuse dans les rhumatismes inflammatoires chroniques est bien plus précoce que nous le pensons. Alors, et là, je vais séparer les présentations en travaux concernant l'ostéoporose dans la polyarthrite rhumatoïde, et puis par la suite concernant la spondylarthrite ankylosante. Alors, la polyarthrite rhumatoïde détruit à deux niveaux. Elle détruit localement par les fameuses géodes, et elle détruit de façon générale, et c'est l'ostéoporose dont on parle aujourd'hui.
Alors, ce travail a consisté à faire par scanner haute résolution des biopsies virtuelles au niveau des métacarpophalangiennes. Et il montre une atteinte et une altération et une raréfaction des travées osseuses localement au niveau de la métacarpophalangienne avec l'évolution dans le temps. Et ceci se traduit localement par la déminéralisation en bande des métacarpophalangiennes. Dans la polyarthrite rhumatoïde, on pourrait se dire que la corticothérapie est le facteur majeur de survenue d'ostéoporose. En fait, c'est un facteur confondant, important et en même temps associé au facteur inflammation elle-même. Alors ce travail, quand bien même ancien, mais il a le mérite d'être très pédagogique puisqu'il montre que dans les polyarthrites rhumatoïdes avec une CRP, ici en bleu, supérieure à 20 mg, sont les polyarthrites qui vont donc avoir une masse osseuse basse. Alors, plusieurs travaux ont montré un lien entre la sévérité de la polyarthrite rhumatoïde et l'ostéoporose. Et ce travail particulièrement et ce graphique qui montre, on note que plus les patients ont un score d'érosion élevé, plus la masse osseuse est basse, aussi bien au niveau du rachis qu'au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. Dans ce travail multicentrique, portant sur un échantillon important d'environ 1200 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde, les auteurs ont étudié la relation entre l'existence d'érosion osseuse, la masse osseuse, à la DMO et le taux de vitamine D et de parathormone. La comparaison entre le groupe avec érosion et le groupe sans érosion montre que les patients avec érosion ont une PR plus sévère, ils consomment plus de corticoïdes, ont une qualité de vie altérée et ont plus d'handicap. Il sort aussi que ces patients ont une masse osseuse plus basse, aussi bien au niveau du col qu'au niveau du rachis lombaire. Alors, concernant la perte osseuse dans la spondylarthrite ankylosante. Alors, paradoxalement, on pourrait croire que dans une maladie qui est connue pour former de l'os, il n'y aura pas d'ostéoporose. Mais paradoxalement, on a plusieurs études qui montrent qu'il y a une diminution de la masse osseuse. Alors, ces travaux sont importants pour ne citer, enfin, sont nombreux pour ne citer que ces deux, qui montrent une ostéoporose et une ostéopénie aux deux sites de mesure de la masse osseuse. Alors, dans ce travail, qui s'est intéressé à voir l'épaisseur ainsi que la porosité de la corticale du tibia et du radius chez des patients atteints de spondylarthrite ankylosante, comparée à des sujets sains. En fait, l'étude a été faite également par scanner haute résolution. Il sort qu'il y a une altération de la microarchitecture, de la masse osseuse, aussi bien au poignet qu'au tibia, chez les patients atteints de spondylarthrite ankylosante. Et cette perte osseuse existe même dans les formes débutantes. Ce travail émanant de la cohorte DÉSIR et présenté par Corinne Briot s'est en fait intéressé à voir les relations entre certains facteurs liés à la spondylarthrite, à la SPA, évoluant depuis plus de 3 ans, et l'ostéoporose. Alors, deux informations majeures. La première, c'est qu'il existe une augmentation précoce de l'ostéoporose. La deuxième, c'est que le facteur de risque majeur de survenue de cette ostéoporose étant l'existence de l'inflammation locale qui est liée à l'œdème retrouvé à l'IRM aussi bien localement que aussi bien au niveau du rachis qu'au niveau de l'extrémité supérieure du fémur. Alors, concernant le risque de fracture dans la spondylarthrite, je vais vous présenter deux travaux. Le premier est une étude cas témoin comparant quelque chose comme 230 000 patients qui ont eu une fracture à 230 000 témoins qui sont appariés pour l'âge et pour le sexe.
Donc la SPA a été diagnostiquée chez 758 patients, ce qui fait globalement une incidence de SPA à 0,18% chez les patients fracturés et 0,15% chez les patients non fracturés. Alors, les patients atteints de SPA présentent un risque accru de fracture vertébrale clinique. Le risque de fracture de l'avant-bras et de la hanche n'était pas significativement augmenté. Mais un fait important est de relever que le risque est diminué chez les patients atteints de spondylarthrite et prenant les anti-inflammatoires, c'est-à-dire avec une maladie en rémission et une maladie inflammatoire maîtrisée. Le deuxième travail est une base de données espagnole regroupant quelque chose comme 5 millions de patients. Cette étude a comparé deux groupes. Alors 6500 patients ayant une spondylarthrite ankylosante comparés à 32 000 témoins. Il sort clairement, et vous voyez, il sort clairement une augmentation nette de l'incidence des fractures vertébrales et non vertébrales dans le groupe avec spondylarthrite ankylosante. Et donc, ceci dit, le risque fracturaire est clair et net. Alors, quels sont les patients qui ont une SPA et qui vont faire une ostéoporose? Alors, dans ce papier, ont été comparés deux groupes de patients, alors tous deux ayant une SPA, mais différents par l'existence ou pas d'une fracture. Alors, il sort que le groupe avec fracture, il sort que dans le groupe avec fracture, il y a plus d'atteinte structurale et la maladie était plus active. Et j'attaque directement la dernière partie, c'est voir l'effet des traitements des rhumatismes inflammatoires chroniques sur l'os et également voir comment on peut traiter une ostéoporose installée chez un patient qui a un rhumatisme inflammatoire chronique. C'est un peu combiné. Alors, en toute logique, de ce que nous venons de voir, un traitement anti-inflammatoire efficace sur l'inflammation devrait arrêter l'action délétère de celle-ci sur l'os. Alors, qu'en est-il en réalité? Alors, ce travail de Corinne Briot, qui est une étude observationnelle d'une population de spondylarthritique, alors elle montre que à l'initiation de l'anti-TNF, il y a rapidement une diminution des marqueurs de résorption et une augmentation, combien minime, mais elle existe, une augmentation des facteurs des marqueurs de formation. Alors, ce modèle est particulièrement intéressant parce que c'est l'étude de l'effet des médicaments dans la SPA, où il n'y a pas le facteur confondant corticothérapie. Et donc, ce qu'on a ici, c'est l'effet de la maîtrise de l'inflammation sur l'os. Pour voir l'effet ostéodensitométrique du contrôle de l'inflammation, ce papier est intéressant. Il est aussi, il est ancien, mais il est assez pédagogique. Alors, il est intéressant, il a porté sur une population de 106 patients d'un âge moyen de 35 ans, ayant une SPA, chez lesquels a été faite une densité minérale osseuse à 1 année, en bleu ciel, et à 2 ans, en bleu plus foncé, et on a vu l'évolution. Alors, il sort une augmentation significative de la masse osseuse du rachis, au rachis et au niveau de la hanche. Je veux juste ajouter que c'est l'effet de la corticothérapie, là aussi, uniquement. Alors, on peut se dire qu'avec la prise en charge serrée de la polyarthrite rhumatoïde et de la spondylarthrite ankylosante, avec l'utilisation des biomédicaments, et avec les nouvelles stratégies qui sont les stratégies thérapeutiques treat to target, le risque fracturaire devrait en principe diminuer. Il n'en est rien. Cette méta-analyse qui regroupe 25 études, qui est quand même très étalée sur le temps, puisque vous voyez que la première date de 1993 et que la dernière est publiée en 2016. Donc, on a une population où
on a les patients avant biologiques et les patients après biologiques. Alors, elle montre... Alors, le risque fracturaire devrait diminuer, mais cette méta-analyse montre que globalement, le risque il est autour de 33%, de façon globale. Elle montre aussi qu'il est stable dans le temps et que malgré notre façon de revoir et de traiter les rhumatismes inflammatoires chroniques de façon plus importante, le risque fracturaire persiste. Alors, en ce qui concerne l'action des différents traitements de l'ostéoporose dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, je propose ce travail récent dont l'objectif était de comparer 3 traitements. Alors, il les a comparés quant à leur action sur les inhibiteurs de formation et les marqueurs de remodelage. Il sort que le certolizumab bloque rapidement les facteurs de résorption et que les glucocorticoïdes font la même chose. Alors, dans ce travail, il sort que l'IL-6 ne fait absolument rien du tout, mais je pointe le fait que c'est une analyse rétrospective et qu'elle a porté sur un faible échantillon. Et que dans d'autres travaux, notamment l'étude Option et également dans l'étude Radiate, il y a... le traitement par TOSI a montré une augmentation de la masse osseuse aussi bien au niveau du col qu'au niveau du rachis. Alors, qu'en est-il des autres traitements? Donc, de façon globale, pour l'ensemble, des biomédicaments, les preuves s'orientent vers une diminution de l'activité ostéoclastique et donc un effet positif sur la densité minérale osseuse. Plusieurs études ont examiné l'effet des traitements de fond conventionnels sur les marqueurs de remodelage osseux chez les patients atteints de PR. Il sort aussi une nette diminution de l'activité ostéoclastique. Pour les petites molécules, il y a très peu de données. Une petite étude, alors j'ai trouvé une petite étude pilote étudiant les effets du TOFA. Alors, elle montre un effet d'inhibition de la résorption en régulant, en passant par le RANK ligand et l'ostéoprotégérine. Donc, encore une fois, le mode d'action passe par la maîtrise de l'inflammation. Alors, ma dernière diapositive sur les traitements de l'ostéoporose des rhumatismes inflammatoires chroniques. Alors, quoi de neuf dans la prise en charge? Les biphosphonates. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les biphosphonates, la majorité des données chez les patients atteints de rhumatisme inflammatoire chronique ne sont disponibles qu'à partir de preuves indirectes provenant d'essais cliniques sur l'ostéoporose induite par les glucocorticoïdes. Le traitement, alors, les biphosphonates donnent une augmentation de la DMO au niveau du rachis et au niveau du col fémoral, avec une option plus importante pour l'alendronate au niveau du site fémoral, mais sans aucune différence significative quant à la réduction du risque de fracture. Pour le zoledronate, alors une étude récente a exploré l'effet de l'acide zoledronique sur l'ostéoporose dans la polyarthrite rhumatoïde. Les patients ont été randomisés en 3 groupes. Le premier groupe recevait un traitement combiné acide zoledronique et méthotrexate. Le deuxième recevait l'acide zoledronique et le troisième, le méthotrexate en monothérapie. Alors, le suivi était fait sur une période de 12 mois. Alors, il sort une amélioration significative de la DMO, de la masse osseuse, au rachis et à la hanche, dans le groupe traitement combiné. Ce qui souligne encore une fois la nécessité de la maîtrise de l'activité de l'inflammation. Alors, et pour le denosumab, il existe une... Vous ne suivez plus ma présentation. Donc, je comptais terminer sur une diapositive pour les plus jeunes d'entre nous. Tenez la dernière. Pour les plus jeunes d'entre nous et qui regroupe en fait les différents mécanismes d'action des rhumatismes inflammatoires chroniques sur l'os et de là les différents mécanismes des traitements. Je vous remercie.